Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis que les médias choisissent d'ignorer? Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? Y a-t-il une élite de l'ombre qui tire doucement les ficelles de notre monde pour la réalisation de son programme politique? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre. Il y a près de 200 ans, Thomas Jefferson écrivait « Si le peuple américain donnait un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient tous les gens de leurs propriétés jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont occupé. » Depuis la fondation des États-Unis, il y a eu une bataille constante pour savoir qui contrôlerait la quantité d'argent en circulation dans le système. Serait-ce une banque centrale ou bien le peuple, par le biais du Congrès, pour le bénéfice de tous les Américains? Tout tourne autour de la Réserve fédérale, une banque privée à qui on a donné le monopole de la création de la monnaie de papier. Chaque billet de 100 $ que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de 100 $. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le nouvel ordre mondial? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Nous allons examiner la scène d'un crime si grave que vous n'allez pas y croire. Un crime tellement bien ficelé que plus de 80 ans plus tard, la plupart des gens ignorent qu'il a été commis. La création du système de réserve fédérale englobe plus que la monnaie. Certains y voient la naissance d'une conspiration criminelle pour voler l'argent durement gagné par la classe moyenne américaine. D'autres croient que cela fait partie d'un plan pour amener le monde entier sous la coupe d'une élite internationale qui travaille dans l'ombre et qui a appelé son projet le Nouvel Ordre Mondial. Au milieu de tout ça, on retrouve des guerres, des assassinats et des Martiens. En fait, si ce n'était pas de ces Martiens, vous auriez peut-être entendu parler de cette conspiration incroyable il y a bien longtemps. We know now, within the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Le 30 octobre 1938, le réseau Mercury interrompt la musique de Ramon Raquello et son orchestre en direct de l'hôtel Park Plaza de New York pour la présentation d'un bulletin spécial. La célèbre diffusion de la guerre des mondes commence ainsi et décrit de façon hyper réaliste une invasion de Martiens. Avant la fin de la soirée, 1 million de personnes prises de panique ont envahi les rues. Extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and Durant 50 ans, un lourd secret a pesé sur cet événement. Il semblerait que la diffusion de la pièce d'Orson Welles ne soit pas un simple exploit artistique. had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Ce serait en fait un test psychologique complexe de stratégie militaire effectué par C.D. Jackson pour le compte de la Fondation Rockefeller. Quand les résultats sont analysés 2 ans plus tard, ils sont distribués à des groupes élitistes qui se tiennent loin des feux de la rampe. On compte parmi eux le groupe Bilderbergers, la Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale. C.D. Jackson avait un poste similaire à celui du directeur du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche sous Eisenhower. C'était le chef de la guerre psychologique. La mise au jour du véritable but de la diffusion de la guerre des mondes, c'est-à-dire dans le cadre d'un test psychologique militaire, est essentielle pour comprendre pourquoi les experts croient que la Réserve fédérale, le groupe Bilderbergers et d'autres groupes du genre tirent les ficelles qui contrôlent nos sociétés.
C'est une fraternité dont les membres ont un objectif en commun, celui de garder le contrôle. L'Amérique s'est développée et s'est enrichie si rapidement que nous avons toujours été la bête noire de ces types du nouvel ordre mondial. Ils n'ont jamais réussi à exercer totalement leur contrôle sur nous. L'Amérique est leur cible principale et quand ils l'auront eu, le reste du monde suivra rapidement. Des magnats comme JP Morgan, par exemple, qui était si riche qu'on l'a choisi comme emblème du jeu de Monopoly, se cachent derrière la façade de la version officielle de l'histoire. Mais leurs objectifs secrets seraient tissés à même l'économie mondiale. Si c'est vrai, nous ne serions que des pions dans un jeu dont les règles ont été écrites dans les corridors de clubs sociaux privés il y a plus d'un siècle. Au large de la côte de la Géorgie, à des centaines de kilomètres au sud de New York, la capitale bancaire du monde, se trouve l'île Jekyll, une retraite d'hiver pour les personnes riches et célèbres. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international JP Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. L'histoire de l'île Jekyll est l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle. Vous avez ces banquiers qui prennent ensemble un train réservé à Hoboken. Imaginez 5 des banquiers les plus importants du monde dans le même train. Les journalistes voulaient savoir ce que cela cachait, mais pendant des années, le secret est resté impénétrable. C'est à la demande du célèbre poète Ezra Pound que Eustace Mullins commence sa propre recherche sur les origines véritables de la Réserve fédérale. Plusieurs des jeunes amis artistes et écrivains d'Ezra Pound sont morts durant la Première Guerre mondiale. Il voulait comprendre pourquoi ils étaient morts. En fouillant chacun des livres dans chacune des allées de la section économie de la librairie du Congrès, je suis tombé sur un petit magazine qui racontait l'histoire de l'île Jekyll. Quand je l'ai apporté à Ezra Pound, il était aux anges. C'était la découverte la plus importante de sa vie. Ezra Pound appelle cette histoire le plus grand roman policier du XXe siècle. Mais pourquoi? Andrew Gray, le petit-neveu de l'un des 6 hommes qui ont comploté pour la création du système de réserve fédérale, se moque de ceux qui parlent de cabale secrète. Je me demande pourquoi la réunion de l'île Jekyll doit nécessairement être vue comme un complot. D'abord, mentionnons que la nécessité de confidentialité ne veut pas forcément dire qu'il y a conspiration. Les lois importantes ne peuvent pas être élaborées sur la place publique. En 1910, il se donne le nom de Club de l'île Jekyll. Ensemble, les membres représentent 1/6 de la richesse mondiale. Ils désirent tellement que les réunions restent secrètes qu'ils utilisent des noms de code même entre eux. Pour les initiés, la phrase « Nous allons en Jamaïque » veut dire qu'ils se rendent à l'île Jekyll. L'excuse pour justifier le tout a été la crise monétaire de 1907, qui a été manigancée par Jacob Schiff et Rockefeller pour prendre le contrôle de sociétés qui les intéressaient. Ils ont dit « Nous venons de vivre une autre crise nationale, nous devons élaborer une réforme bancaire ». La naissance du système de réserve fédérale a eu lieu en secret sur l'île Jekyll en Géorgie. Le sénateur Aldrich, qui était le président de la commission monétaire, y était. Je connaissais son fils Winthrop Aldrich, qui était le président de la banque Chase. Le plan Aldrich, comme on l'appelle au début, reçoit une telle opposition de la part des démocrates et des progressistes comme William Jennings Bryan que malgré les pressions intenses des grands financiers, le projet de loi n'est pas adopté.
Une fois que le plan Aldrich a été mis de côté, les banquiers ont tout de suite mis en œuvre leur plan B. Comme ils n'avaient pas réussi avec un président républicain, il fallait le faire passer avec un démocrate. En 1912, nous avions un président républicain très populaire du nom de William Howard Taft. Les banquiers avaient besoin de Woodrow Wilson pour faire adopter leur loi. Wilson n'avait pas de charisme, il ne faisait pas le poids contre Taft. Teddy Roosevelt, he was an explosion upon the political scene. Dynamic, outspoken, warm, colorful, exciting, inspiring. And under the surface was a man of ideals. On peut dire que J.P. Morgan avait Theodore Roosevelt dans sa poche. Son bras droit, George Perkins, le vice-président de sa banque de New York, vivait à la Maison-Blanche. C'était son agent de liaison avec le président. Ils ont donc tiré Theodore Roosevelt de sa retraite et il a formé le Parti progressiste, ce qui a scindé le Parti républicain et a permis l'élection de Woodrow Wilson. C'était le seul moyen d'arriver à leur fin. Tout de suite après son élection, le président Wilson a convoqué une session spéciale du Congrès pour abolir le tarif protecteur, qui était l'une des assises de ce pays. Il a ensuite instauré l'impôt fédéral sur le revenu. Puis, pour compléter cette révolution, il y a eu la création de la Réserve fédérale en décembre 1913. La plupart des sénateurs étaient retournés chez eux pour Noël. Dans le milieu législatif, c'est ce qu'on appelle une opération bien huilée. Toute l'affaire s'est passée sans tambour ni trompette. Le président a signé et c'est devenu une loi de notre pays. Un des opposants les plus farouches de la Réserve fédérale était le représentant du Minnesota, Charles Lindbergh. C'était le père de Lucky Lindbergh, le premier homme à traverser l'Atlantique en solitaire. Lindbergh s'est battu comme un tigre et a dit de la loi de la Réserve fédérale que c'était le pire crime législatif jamais commis dans l'histoire des États-Unis. Et il avait peut-être raison. Dès 1916, le président Wilson commence à avoir des remords. Il déclare « La croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Vers la fin de sa vie, Wilson admet qu'il a été trompé et qu'on l'a forcé à signer cette loi. On prétend qu'avant de mourir, il a murmuré « J'ai involontairement ruiné mon gouvernement. » Selon la loi, lorsque des gens se concertent pour voler quelqu'un, c'est une opération criminelle. Ça ne peut pas être autre chose. Peu importe ce qui arrive par la suite, on ne peut pas effacer ces débuts criminels. Voilà ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, un syndicat du crime. C'est comme ça depuis le début. La création de la Réserve fédérale représenterait donc une prise de contrôle des États-Unis par un groupe de financiers internationaux. La Réserve a été créée pour servir les intérêts de quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Mais les intérêts de qui? Ce n'étaient pas les intérêts du milieu bancaire américain, mais ceux du milieu bancaire international. Les Morgan avaient des avoirs à l'échelle mondiale. Ils ont d'abord fait fortune en Angleterre et ils se sont associés aux Rothschild et à d'autres personnes. La famille Rothschild est l'une des plus riches que le monde ait connues. Au début des années 1800, ils étaient les banquiers les plus importants d'Europe. À la fin du 19e siècle, ils auraient contrôlé la moitié de la fortune mondiale. Derek Wilson, le biographe des Rothschild, a déclaré que les critiques de cette famille ont raison de s'inquiéter. L'empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses. Le pouvoir économique et le pouvoir politique vont de pair. Mayer Rothschild de la Banque d'Allemagne a déclaré « Donnez-moi le contrôle du système monétaire d'un pays et peu m'importe qui écrit les lois ». Rothschild, en 1820, avait plus de pouvoir que ses successeurs n'en ont jamais eu. Cette déclaration est plutôt absurde. La Réserve fédérale ne contrôle pas la masse monétaire, elle l'influence. Déclarer que la Réserve fédérale ne fait qu'influencer la masse monétaire, c'est comme dire qu'un voleur qui vous menace de son fusil peut seulement vous influencer à lui donner votre argent. Bien sûr, si vous lui donnez votre argent, vous avez la vie sauve, mais vous vous retrouvez sans le sou.